Bonjour et bienvenue dans notre nouveau module sur les tests de contrôle de la qualité des briques modernes. Ici, il s'agira bel et bien des tests qu'on effectue au laboratoire afin de contrôler la qualité des briques modernes, s'ils sont de bonne qualité ou pas. Alors, pour ce qui concerne le contenu de ce module, nous allons parler d'abord de l'introduction. Et dans l'introduction, nous allons essayer d'élucider, de définir les différents concepts que nous allons utiliser au cours de ce module. En deuxième point, nous allons présenter les différentes procédures pour les différents tests de la qualité des briques. Et pour chaque type de test, on va essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à obtenir des résultats pour la qualité des briques modernes. Ensuite, on va passer au laboratoire. Ça, ce sera le troisième point, où nous allons essayer de pratiquer les différents tests pour la production des briques modernes. Et en quatrième point, on va vous montrer comment on fait le calcul des différents paramètres qui déterminent la qualité de ces briques. Et finalement, on va essayer de faire une conclusion pour montrer à quoi servent les briques de différentes qualités. Pour ce qui concerne l'introduction, l'objectif de ce présent module, c'est de nous permettre d'illustrer les différents tests pour évaluer la qualité des briques modernes. Et parmi ces tests-là, nous avons en premier lieu les tests de résistance à la compression. Ce test-là, c'est un test qui nous permet de comprendre la capacité d'une brique à résister à une certaine force par rapport à une surface donnée. En deuxième lieu, il y a le test d'absorption d'eau. Le test d'absorption d'eau est défini comme la capacité d'une brique ou bien des matériaux de construction à absorber de l'eau. Et cela est dû souvent à la porosité et à la perméabilité de ces matériaux-là. En troisième place, on va essayer d'élucider les tests sur les dimensions. Et ces tests-là, c'est juste pour nous permettre de savoir si les dimensions des briques respectent les normes des standards préétablis. Et enfin, ce sera les tests de fluorescence. Mais malheureusement, ces tests de fluorescence, on n'aura pas à les voir dans ces modules. On pourra les voir dans les modules qui vont suivre. On va juste élucider les trois premiers tests dont on a cités. Maintenant, à présent, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique des différents tests dont on a essayé d'introduire il n'y a pas longtemps. Et nous allons commencer par les tests qu'on appelle les tests de résistance à la compression. Et pour ces tests de résistance à la compression, laissez-moi d'abord vous montrer les matériels dont on a besoin pour essayer d'exécuter ces tests ici. Donc, en premier lieu, étant donné qu'on a besoin des dimensions de la brique, ici on va utiliser un pied à coulisse ou bien une latte. Ces deux éléments ici pour nous aider à mesurer la dimension des briques. Après ces éléments ici, nous avons les matériaux qu'on doit tester. Ici, pour ces cas trop précis, nous avons les briques. Nous avons ici les briques qu'on appelle les briques Roll Bond. C'est une nomination de briques compte tenu de ces dimensions. Alors, ces briques ici, vous allez comprendre avec moi que pour faire le test de résistance à la compression et pour tous les tests des matériaux de construction, on a besoin de 10 briques pour un seul échantillon. Donc, ce sont les 10 briques-là qui constituent un seul échantillon. Et chaque brique doit être numérotée, donc de 1 jusqu'à 10 pour permettre à ne pas faire la confusion. Et voilà, après les briques, on va vous montrer la machine de compression. Donc ici, en présence de vous, nous avons cette machine ici. Il s'agit d'une machine à compression, une machine qui est manuelle, qui est hydraulique. Et sur cette machine ici, nous avons un levier qui nous permet de compresser les briques. Et nous avons ici les tableaux qui nous permettent de lire les différents éléments, donc la force de la résistance de la brique en soi. Et c'est cette force de résistance en soi qui sera utilisée maintenant lors des calculs de la résistance à la compression de la brique. Alors, donc après avoir si tous les matériels dont on a besoin pour ce test ici, laissez-moi passer directement au test de résistance à la compression. Mais avant de faire, il faut signaler ici que le test de résistance à la compression, c'est un test qui demande à ce que on essaie de polir les surfaces de la brique qui vont supporter la charge de l'ouvrage ou bien qui vont supporter la charge de la construction. Et ici, pour notre cas précis, nous avons poli les deux surfaces ici parce que lors de la construction, la brique est utilisée de cette façon ici. Et ce sont les deux surfaces ici, la base et la surface ici du toit, qui supportent la charge de construction. Donc, ensemble avec moi, essayez de mesurer la dimension de la brique avec cette latte ici.
Je prends la dimension de cette brique ici, et là je trouve 19,6 cm, parce qu'on a dit que la dimension doit être en centimètres. Après, la longueur de la brique, avec mon pied à coulisse, je vais mesurer la largeur de la brique, et là facilement je trouve 5,31. Ça c'est toujours 5,31 cm. Et finalement, je prends la hauteur de la brique, parce que ce sont les trois éléments là qui entrent en jeu lors du calcul de la résistance à la compression. Et là, ici, j'ai trouvé 9,43. Voilà un peu les trois dimensions de la première brique que je viens de mesurer. Et cette brique a 19,6 de longueur, 5,31 cm de largeur et 9,43 cm d'épaisseur. Mais en général, lors des calculs, on pourra utiliser la longueur et la largeur afin de déterminer la surface qui va supporter la charge lors des constructions. Alors, nous avons les dimensions. Ce qui suit maintenant, on va prendre notre brique et amener ça au niveau de la machine à compression. Donc, on place la brique entre les deux plaques de la machine. Ensuite, on va essayer de resserrer la boîte à huile pour permettre à ce que la force s'applique normalement. Après avoir resserré après avoir fermé cette boîte ici, on va vérifier si toutes les aiguilles, donc les deux aiguilles rouges, donc vous voyez qu'il y a une aiguille rouge ici et une aiguille noire, on va vérifier si les deux aiguilles là sont au niveau 0. Parce que avant de commencer, je vais vous expliquer que l'aiguille rouge, dans l'aiguille noire, c'est l'aiguille qui indique la force qui est exercée. Et cette aiguille là entraîne l'aiguille rouge vers le haut. Et lorsque la force de rupture sera atteinte, l'aiguille noire que vous voyez ici va essayer de tomber en bas et va laisser l'aiguille rouge. Et c'est cette aiguille rouge-là qui va nous indiquer la valeur dont on a besoin. Voilà, je pense que c'était clair pour vous. On va essayer de compresser maintenant la brique. Alors avec cette machine, comme je vous l'ai dit, c'est une machine qui utilise donc, une manivelle. Cette manivelle ici, c'est juste pour compresser la brique. Avec des mouvements de va-et-vient, je vais essayer de compresser la brique. Et comme vous voyez ici, l'aiguille, en compressant la brique, l'aiguille est en train de monter. Et dès que j'atteins la rupture, vous voyez que l'aiguille noire est descendue. Et si vous observez sur la brique ici, vous allez trouver qu'il y a des cracks, donc des cracks sur la brique. Donc la brique s'est cassée, donc elle ne peut plus supporter de quelconque charge. Voilà, après ça maintenant, je vais lire avec vous la valeur qui est indiquée sur le cadran ici. Et sur le cadran ici, vous allez voir avec moi que lorsque l'aiguille noire s'est abaissée, l'aiguille rouge est restée à 150. Et les 150 là, c'est ça la force qui supporte la charge. Et cette force-là est toujours donnée, comme vous le voyez ici, en kilonewton. Voilà un peu quelque chose par rapport à la résistance à la compression. Après cela, dès que vous avez les résultats de nos 10 briques, comme vous allez le voir ici sur la fiche que j'ai avec moi ici, après avoir appliqué les résultats, donc quand j'applique les résultats de ces 10 briques-là, je trouve que les briques du site ici qu'on a appelé le site de Guissosi, on a trouvé que la première brique a 13,9. Donc on a calculé d'abord la surface, comme vous voyez ici, qui est égale à la longueur fois largeur. Ensuite, en divisant la force par la surface, on va trouver la résistance à la compression. Et pour notre cas précis ici, la résistance à la compression qu'on a trouvée est de 14,01 parce qu'on a fait la moyenne de toutes les 10 briques et on a trouvé que notre résistance à la compression est de 14,01. Et quand on trouve que la résistance à la compression est de 14,01, à ce moment-là, on dit que ici, étant donné que c'est supérieur à 10,5 mégapascal, nous avons les briques de bonne qualité. Et ces briques-là peuvent être utilisées pour des demi-porteurs. Alors, ça c'était pour les tests de résistance à la compression. Alors, passons au deuxième type de test. Alors maintenant, on va passer au deuxième test. Il s'agit du test d'absorption d'eau des matériaux de construction ou des briques. Étant donné que c'est un test qui nous aide à savoir donc, la capacité d'une brique à absorber de l'eau, ici, on a besoin des matériels suivants.
à part les briques, donc à part les 10 briques constituent l'échantillon, nous avons besoin d'une balance électronique de précision. Et comme vous allez voir ici, notre balance électronique de précision ici a une précision de 0,5 grammes. Donc pour une brique déjà, avec cette précision-là, c'est une bonne balance. À part la balance électronique de précision, on utilise aussi un autre matériel qu'on utilise. Il s'agit ici d'un bac d'immersion. Donc ici, vous allez voir avec moi, ça c'est notre bac d'immersion. C'est là où on met, on met les briques dans l'eau pendant 24 heures afin que ces briques-là puissent absorber de l'eau et puis on va essayer d'analyser cette absorption-là. Voilà un peu les deux matériels dont on a besoin pour faire les tests d'absorption d'eau. Et ensemble maintenant, on doit procéder à ces tests-là. Et pour faire ces tests-là, la toute première étape, comme pour le test aussi de résistance à la compression, la toute première étape, c'est de mesurer, donc d'étiqueter les différentes briques en mettant les numéros. Donc, brique numéro 1, brique numéro 2, parce que les briques peuvent être produites sur un même site, mais les briques n'absorbent pas de l'eau de la même façon. Alors, ici, pour le cas pratique, prenons la première brique. Nous avons, comme nous avons dit, la balance qui est là. Cette brique, qui est la brique numéro 1, on va... Donc, premièrement, d'abord, il faut que votre balance soit tarée. Donc, votre balance soit à 0. Parce que vous le voyez ici, notre balance est à 0, moins 0,011. Donc, il faudrait que la balance soit à 0 avant de l'utiliser. À ce moment-là, je vais appuyer sur la touche 0. Et cette touche 0, là-bas, c'est la touche là qui nous permet de remettre la balance à 0. Et à ce moment-là, je prends le poids de la brique. Et pour ce cas ici précis, nous trouvons que notre brique numéro 1 a un poids qui est à 1641 grammes. Donc là, vous devez comprendre avec moi que non, il faut bien vérifier les poids, donc les indications les unités de votre balance. Ici, nous avons 1,641. Et le 1,641 en soi, c'est kilogrammes, mais en grammes, c'est 1641 41 grammes. Alors, après qu'on ait pesé la brique, on a le poids de la brique. Cette brique ici, après le poids, après l'avoir pesé, nous allons le placer maintenant dans notre bac d'immersion. Voilà. Donc, ici, nous avons toutes nos 10 briques déjà qui sont là dans la bac d'immersion. Et vous allez trouver que les briques doivent être immergées totalement. On immerge les briques dans l'eau pendant 24 heures afin que les briques puissent avoir le temps suffisant d'absorber de l'eau. Et ici, vous allez trouver que notre bac d'immersion, ce n'est pas un bac qui est assisté, mais plutôt c'est un bac qui est trop naturel. Donc, on peut même faire ce test ici même sur le terrain sans mettre au laboratoire. Donc, maintenant, après les 24 heures d'immersion de la brique est toujours retiré de l'eau. On va prendre une brique. Ici, les briques, on les retire de l'eau. Étant donné qu'on n'a pas besoin de l'eau qui est superficielle, on doit nettoyer la brique. Et une fois la brique est nettoyée, cette brique doit être encore repesée. Donc, ici, on voit ici la brique qui a été plongée dans l'eau. Et une fois plongée, donc après 24 heures, on retire la brique. Et cette brique-là est repesée. Donc, on vérifie encore la balance. Et puis, on pèse la brique. Et là, ici maintenant, on trouve que la brique, cette brique que nous avons ici, a 1806 grammes. Donc, vous allez trouver que non. Donc, on fait la même chose pour les 10, donc pour toutes les 10 briques qu'on a pris comme échantillon. Et après avoir pesé toutes les 10 briques maintenant, on peut maintenant calculer le taux d'absorption d'eau pour savoir quelle est la quantité d'eau que les briques ont absorbée. Alors, et pour notre cas précis, après le calcul de l'absorption d'eau pour le site ici, nous avons trouvé que l'absorption d'eau pour les briques du site qu'on a essayé d'étudier pour connaître la qualité des briques est de 13,94%. Parce que l'absorption d'eau est toujours donnée en pourcentage.
Et ce taux d'absorption d'eau, étant donné qu'il est compris entre 12 et 20%, à ce moment-là, nos briques ici, ce sont des briques de moyenne qualité. Et quand on a des briques de moyenne qualité, à ce moment-là, on peut les utiliser dans la construction comme pour des murs porteurs, bien sûr. Mais il faut toujours être prudent. Quand on les utilise à l'extérieur où il y a beaucoup d'eau qui entre en contact avec elle, il faut protéger ces briques-là en utilisant les crépissages. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au test d'absorption d'eau. Eh bien, voilà, maintenant nous allons procéder maintenant au dernier test, qui est le troisième test pour ce module. Et nous avons dit qu'il s'agit du test de dimension. Et pour le test de dimension, comme les deux premiers tests aussi, nous avons besoin de 10 briques, comme vous le voyez, vous le voyez ici. Donc, on a besoin de 10 briques. Et ces 10 briques-là, on doit mesurer leur longueur totale, leur largeur totale, mais aussi leur hauteur totale. Et c'est sur base de ça qu'on va évaluer si les briques sont dans les normes requises par les standards. Alors, ici, comme principe ici, pardon, avant de parler des principes, je montre d'abord le matériel. Souvent, on peut utiliser un mètre ruban, juste ou bien un décamètre, qui est plus long. Donc ici, pour notre cas ici, nous avons un décamètre qui est pliable, mais on peut avoir tout comme un mètre ruban aussi. Donc ici, c'est un décamètre de 2 mètres qu'on pourra associer aussi avec une latte de 50 cm pour avoir la longueur totale. Alors, ici, comme principe, ce qu'on fait, c'est quoi? Donc, en premier lieu, nous allons commencer par la longueur, évaluer la longueur de nos briques. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On doit placer les briques côte à côte suivant leur longueur. Comment on les fait? Voilà comment on les fait. Je prends la première brique. Il y a la deuxième brique qui suit. Ensuite, la troisième brique, il faut vous rassurer que les briques sont bien serrées. La quatrième brique. Il y a la cinquième brique. Nous avons la sixième brique. La septième brique. La huitième brique. La neuvième brique et la 10e brique. Voilà un peu nos 10 briques qu'on a essayé de brancher côte à côte. Et avec notre mètre ici, nous allons essayer d'évaluer, on va évaluer la longueur totale pour les briques. Donc ici, on se rassure que le mètre est bien placé. Et voilà, ici déjà, nous sommes à 2 mètres. Et ensuite, pour la partie qui est restée, ça, nous sommes à 4,6 cm, à 4,5 cm. Donc, ici, ensemble, vous allez voir que non. La longueur totale des briques ici, que nous avons, il s'agit d'une longueur de 204,5 cm. Ça, c'est par rapport à la longueur. Maintenant, après la longueur, on doit mesurer aussi par rapport à la largeur. Et la largeur de la brique, c'est ça ici. Et par conséquent, on va les ranger côte à côte maintenant, suivant leur largeur. Et donc ici, quand je parle de les ranger côte à côte, donc ce sont les 10 briques encore qu'on va ranger, mais toujours se rassurer que c'est bien serré, afin que le résultat ne soit pas erroné. Et pour le cas précis ici, en utilisant notre décamètre, pardon, ici, on va trouver que la longueur, donc la largeur totale est de 56,1. Donc ici, nous avons longueur 204, largeur 56,1 cm. Alors, après la largeur, il faut aussi évaluer la hauteur de nos briques. Et pour évaluer cela, on doit ranger les briques maintenant suivant leur hauteur. Donc ici, nous sommes en train de ranger les briques suivant leur hauteur afin d'évaluer si la hauteur
qui a été définie dans les standards de Roll-Lock Bond et la hauteur qui a été trouvée par les producteurs. Et donc, après avoir rangé ça comme ça, à l'aide de notre décamètre ici, on doit évaluer la hauteur totale. Et ici, nous trouvons que la hauteur totale ici est de 103,8 cm. Donc, on va noter ça aussi, 103,8 cm. Alors, après avoir trouvé les différents résultats, je dois le répéter encore, nous avons une longueur totale qui est de 204,5 cm, une largeur totale de 56,1 cm, une hauteur totale de 103,8 cm. Et comme nous le savons très bien, en tenant compte des normes qui sont définies par le standard est-africain, on sait que la déviation acceptable est de plus ou moins 4 cm. Donc, et cela tenant compte de ces dimensions de la brique. Et en prenant la brique Roll-Lock Bond, la brique Roll-Lock Bond, par sa définition, doit avoir 21 cm de longueur. Elle doit avoir 5,5 cm de largeur. Et puis, elle doit avoir aussi 10 cm de hauteur. Donc, pour la longueur seulement, étant donné que nous devons avoir 10 cm, 21 cm de longueur, donc pour 10 briques, on devait avoir 210 cm au total. Mais ici, ce que nous avons ici, c'est que nous avons 204,5 cm. Donc ici, nous avons moins 5,5 cm de différence. Ce qui veut dire que non, ici, nous sommes en dessous de la longueur acceptable et par conséquent, on peut dire que non, cette brique ne respecte pas les normes par rapport à la longueur. En prenant la largeur de 56,1 cm et sachant que la déviation doit être de plus ou moins 2 cm et compte tenu que la brique Roll-Lock Bond a 55 cm de largeur, on trouve ici 55 cm de largeur pour les 10 briques. Ici, on trouve une déviation de plus 1,1 cm et par conséquent, ici, nous sommes, pour la largeur, nous sommes dans les normes requises. Et pour la hauteur, la déviation est aussi de plus ou moins 2 cm. Mais ici, ce qu'on a trouvé, c'est 103,8 cm pour les 10 briques. Ce qui veut dire que, étant donné que pour les Roll-Lock Bond, une brique doit avoir une hauteur de 10 cm, à ce moment-là, les 10 briques qui devaient avoir 100 cm et qui ont maintenant 103,8 cm, on trouve une déviation de 3,8 cm, ce qui veut dire que non, la hauteur a dépassé aussi les limites requises pour les Roll-Lock Bond. Alors, pour conclure, comme conseil qu'on peut donner à un producteur de briques ici, on peut lui dire par exemple que pour rejoindre les normes, pour être dans les normes de longueur des briques Roll-Lock Bond, il doit revoir la longueur de sa moule, mais aussi il doit aussi revoir les fils de son coupeur afin de produire les briques qui respectent bien les standards.